Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce quatrième café Géodéo. Cet événement est organisé par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France ainsi que la Direction générale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Et il est financé par le Fonds Vert dans le cadre de la collection Géoléo, sachant que la collection Géodéo a été labellisée cette année Année des géosciences 2024-2025. Géoléo, c'est quoi? C'est une collection d'outils de vulgarisation qui a été créée en 2022 sur la géologie avec un ancrage régional dans les thématiques qu'elle aborde. Donc aujourd'hui, c'est 11 films de 2 à 3 minutes sur des sujets variés comme l'ouverture du détroit du Pas-de-Calais, la craie, le charbon ou encore la formation de la plaine maritime flamande. Donc c'est aussi 6 paléo-environnements qui sont des représentations de paysages régionaux à une époque donnée, issus de la rencontre entre, d'une part, les connaissances scientifiques et la vue d'un artiste. Et enfin, c'est un ouvrage, Monde merveilleux des temps passés, qui permet de découvrir les êtres vivants qui peuplaient ces paléo-environnements. Donc tous ces outils sont téléchargeables gratuitement sur le site du conservatoire et je vous mettrai le lien dès que j'aurai terminé ma présentation dans le chat. Donc nouveauté 2024, les cafés Géodéo. Donc les cafés Géodéo, c'est un cycle de webinaires pour compléter les outils qui sont produits dans la collection et permettre aux usagers et aux autres curieux de poser leurs questions aux experts qui ont participé à produire ces ressources. Petit rappel sur comment se déroulent ces webinaires. Ce webinaire est enregistré et cette captation sera rediffusée sur la chaîne YouTube du Conservatoire. Les captations des précédents cafés Géodéo sont déjà disponibles, comme nous en parlait Yael, sur la chaîne YouTube du Conservatoire et je vous mettrai là aussi le lien dans le chat dès que j'aurai terminé mon introduction. Ceci étant dit, je suis ravi d'accueillir Pierre-Antoine, donc directeur de recherche au CNRS, qui va nous parler de l'histoire des terrasses alluviales de la Somme. Donc Pierre, c'est à toi, si tu veux te présenter plus amplement, et puis ensuite faire ta présentation. C'est un petit- Bien, bonjour à tous et merci Kenny pour l'introduction. Donc moi, effectivement, je suis géologue et géomorphologue, hein, spécialiste des environnements quaternaires, de la reconstitution des paléo-environnements de cette époque, et donc mettre des recherches sur la mise en évidence de l'impact des variations du climat sur les environnements continentaux quaternaires. C'est de manière générale, c'est comme ça que je peux définir un petit peu mes recherches. Et donc c'est avec cet objectif que j'ai beaucoup travaillé, moi, sur les systèmes de terrasses des vallées du bassin parisien, d'une manière assez large, hein, puisque les terrasses, ce sont finalement des témoins de l'encaissement progressif du réseau hydrographique. Et ce sont donc ces terrasses qui forment ces marches d'escalier un peu géantes, hein, et qui donc sont à l'origine de cette expression, les marches du temps, que j'ai utilisée dans le titre de l'exposé d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment le marqueur de l'incision, le marqueur de la formation des réseaux fluviatiles tels qu'on les connaît maintenant. Alors moi j'ai travaillé plus particulièrement sur le système de terrasse de la vallée de la Somme, qui est actuellement un des mieux datés, hein, et c'est un vrai modèle de référence au niveau européen. Et vallée de la Somme qui est aussi, hein, certains le savent, par ailleurs connu, largement connu comme berceau de la préhistoire depuis la fin du 19e avec un certain nombre de travaux pionniers. Et c'est une vallée qui continue, sur laquelle on continue de travailler et qui continue de livrer des sites remarquables. Et je vous en donnerai un petit aperçu à la fin de l'exposé d'aujourd'hui. Alors, rapidement, le plan effectivement, de la présentation d'aujourd'hui, hein, c'est trois parties. Une petite introduction, ça va être juste trois panneaux sur des questions de chronologie, paléoclimat et paléogéographie, hein, parce qu'évidemment, là, on est dans le temps long, il faut se situer dans le temps long et puis dans une paléogéographie tout à fait particulière qui est celle des temps glaciaires. Dans une deuxième partie, qui sera plus longue, évidemment, là, on va vraiment rentrer dans le cœur du système et essayer d'analyser donc tous les aspects de ces fameuses terrasses. Quels sont les bilans, je dirais, géologiques, géomorphologiques, la paléobiodiversité et puis la préhistoire. Donc les contenus, on va travailler vraiment sur les contenus et ce qui va nous permettre à un moment de comprendre le mode de mise en place et de proposer un modèle. Notamment, j'ai une vidéo là qui résume un petit peu ces questions à la fin. Et puis ensuite, pour terminer, je parlerai rapidement, là, c'est deux ou trois diapositives, donc des découvertes récentes, perspectives et des conclusions. Voilà, puisqu'on a effectivement découvert des sites extrêmement importants dans les 10 dernières années au niveau de la vallée de la Somme. Donc voilà pour le plan général de l'exposé d'aujourd'hui. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, on commence par des questions de chronologie et de paléoclimat. Donc pour aborder cet aspect,
Là, j'ai utilisé la courbe généralisée des paléotempératures, volume de glace, depuis 5 millions d'années, donc volontairement avec une très grande échelle au départ, pour vous montrer effectivement l'évolution progressive de la cyclicité climatique avec un système donc, qui devient, dans lequel les contrastes climatiques deviennent de plus en plus importants à partir de 2,6 millions, hein, c'est le début du quaternaire, 2,58 millions, et puis ensuite à partir d'1 million d'années. Donc ça, c'est une donnée fondamentale, c'est quelque chose qui est basé sur la variation du rapport des isotopes de l'oxygène qui est mesuré dans les tests des foraminifères qui sont extraits des carottes océaniques profondes. Et donc, qui est rapport isotopique, hein, qui est directement lié notamment au volume des glaces stockées au niveau des pôles, hein. Donc, c'est le fameux delta O18 qui est comment dire, le facteur qui permet de décrire cette courbe. Donc, cette courbe, vous voyez très bien dans la partie droite, montre une vraie accentuation des cycles à partir de 100 000 ans. Et donc, c'est là que je vais faire on va faire un petit zoom sur cette partie, évidemment un petit peu plus récente, même si c'est quand même une longue durée, 1 million d'années, ça représente quand même quelque chose d'assez conséquent pour le Pléistocène. Et à l'intérieur de ce système, donc là, j'ai surligné en orange donc les périodes interglaciaires, hein, qui sont donc les stades à partir de 5e jusqu'au 23, et puis les périodes glaciaires qui, elles, sont en bleu, donc vers le bas, on est d'accord, de 6 à 22. Et donc on voit quelque chose qui est extrêmement cyclique, avec aussi des tendances qui sont généralement extrêmement, très fortement asymétriques, et dans lesquelles il y a finalement la durée des périodes interglaciaires, donc qui est ici ciblée par les bandes oranges, constitue en gros à peu près 10% du temps. On voit que les périodes interglaciaires représentent des courtes durées par rapport aux périodes de transition qui sont en gris et aux périodes qu'on va dire pléniglaciaires, hein, qui sont vraiment les conditions glaciaires et qui, elles, sont en bleu, avec des glaciaires très importants comme le stade 16, le 12 ici ou le 16. Donc ça, c'est le contexte dans lequel vraiment euh, on va finalement étudier cette histoire de creusement des vallées, notamment de la Somme. Et là, je fais un petit zoom sur le dernier glaciaire pour montrer justement, à partir de cette figure-là, effectivement, la durée de ces périodes. Puisque si on prend dès la fin du dernier interglaciaire qu'on appelle l'éémien, on est à 110 000 ans. Et donc, on a toute une phase de transition qui dure plus de 30 000 ans, jusqu'à 70 000, hein. Donc ça, c'est la partie grise sur le schéma ici. Et voilà. Et ensuite, on passe au pléniglaciaire. Le pléniglaciaire ici en bleu, avec aussi une tendance au refroidissement qui est assez progressif finalement pour atteindre un maximum aux alentours de moins 20 000 ans. Et puis, une remontée très rapide, en fait, des températures à la fin de ce cycle-là, aux alentours de 12 000 ans, donc début de l'Holocène. Et là, on a une remontée très brutale des températures. Donc, cyclicité émet très forte asymétrie, pardon, du signal climatique, hein. Donc on a vraiment dans le temps long et on est dans une période où on a des contrastes climatiques et donc environnementaux extrêmement marqués. Alors la paléogéographie, voilà, pour illustrer la paléogéographie, j'utilise cette carte que j'avais faite en 2013, essentiellement au départ pour présenter les questions des LEUS. Alors les LEUS, ce sont les dépôts éoliens périglaciaires qui sont mis en place pendant ces périodes froides et qui sont sur cette carte représentés par les couleurs jaune et orange. Mais autre point très important pour nous aujourd'hui, c'est la présence donc ici des grandes calottes glaciaires, donc ici sur les îles britanniques, sur la Scandinavie, ainsi que sur les Alpes en bleu. Et donc, comme résultant de ces très grandes calottes glaciaires, très épaisses, plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, on a une baisse, hein, un stockage des précipitations et une baisse importante du niveau marin pendant ces périodes glaciaires. Baisse importante, quand je dis importante, donc c'est moins 60, moins 80, jusqu'à plus de moins 120 mètres pendant les maximums glaciaires. Et dans cette configuration-là, l'Europe de l'Ouest change totalement, puisqu'on passe d'un environnement relativement proche de l'océan à quelque chose qui devient totalement continental et qui est connecté à des anciens bassins, donc le bassin du sud de la mer du Nord, le bassin de la Manche, qui sont totalement exondés et qui sont maintenant, comment dire, qui sont occupés par les réseaux fluviatiles. Et c'est là qu'on voit que la Somme, qui est une toute petite vallée actuellement, surtout la moyenne vallée qui fait à peu près 50 kilomètres, c'est vraiment pas grand-chose, hein, fait par contrepartie d'un système beaucoup plus important, hein, puisque là, on a presque 900 km maintenant, jusqu'au au niveau des paléodeltas sous-marins. Donc la Somme est connectée
à ce qu'on appelle le fleuve Manche et qui va finalement donc drainer à la fois toutes les grandes rivières, la Seine, la Tamise, la rivière Channel, etc. Enfin, tous les cours d'eau qui tournent autour de la Manche, mais aussi ceux du sud de la mer du Nord, hein, qui vont être connectés à ce grand système. Donc voilà, donc on est vraiment dans un paysage, un environnement extrêmement différent, hein. Et ça, c'est quand même la plupart du temps comme ça, hein, puisque ce que je vous disais au départ, hein, c'est qu'effectivement, les périodes interglaciaires avec haut niveau marin comme celle qu'on connaît actuellement, donc l'Holocène, représentent des durées extrêmement courtes au regard de toute cette évolution du Quaternaire depuis 1 million d'années. Donc voilà le grand contexte dans lequel on va s'intéresser aux terrasses de la Somme. Alors, donc dans la deuxième partie, qui est cette fois ici beaucoup plus longue, donc j'ai cinq parties différentes, hein. On va d'abord parler de la notion de terrasse fluviatile, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut définir, hein. C'est loin d'être évident pour tout le monde. Je reviendrai sur l'historique, avec évidemment, pour la vallée de la Somme, on a plus de 150 ans de recherche, donc difficile de ne pas évoquer cette question-là. Je parlerai ensuite de cartographie et de morphologie. Donc là, on va rester plutôt sur des questions de surface et de morphologie, mais ça, c'est fondamental avant de rentrer vraiment dans le système. Et puis ensuite, dans cette partie 4 assez importante, je vais vous proposer de rentrer à l'intérieur des séquences sédimentaires pour voir ce qu'on peut tirer de tout, à la fois de l'approche de sédimentologie, mais aussi de la paléobiodiversité, et comment on peut reconstituer les climats contemporains de la mise en place des dépôts qui composent le système. Voilà. Et puis on terminera avec un résumé, un système, un modèle d'évolution qu'on a pu reconstituer à partir de l'ensemble de ces travaux. Voilà. Alors, notion de terrasse fluviatile, souvent, en fait, il y a deux façons d'approcher les terrasses. Il y a à la fois un concept totalement morphologique ou géomorphologique, hein, c'est ce que je vous ai décrit ici à partir de cette photo qui est peut-être un petit peu exotique, mais qui a mérite de montrer les choses d'une manière très carré, hein, puisque ici, on voit très très bien. On a des surfaces topographiques. Donc, cette photo donc, est prise dans l'Himalaya. Donc, vous avez une terrasse 1, terrasse 2, terrasse 3, terrasse 4. Donc, quatre niveaux, hein, quatre surfaces topographiques subhorizontales qui sont étagées et qui témoignent de l'enfoncement discontinu, hein, du réseau hydrographique des vallées. D'accord. Donc, c'est à la fois donc, des phases de stabilité séparées par des phases d'incision brutale, verticale, qui forment un système en marche d'escalier. Donc ça, c'est effectivement uniquement morphologique, mais déjà, c'est un peu intéressant parce que c'est déjà un premier chronomètre relatif, hein, puisque effectivement, on voit que la surface T4 est la plus ancienne et que le système va progressivement passer de T4 à T2, T3, T1 pour arriver au système actuel. Donc on peut déjà faire une chronologie relative uniquement à partir des questions de morphologie. Et puis j'ai un autre exemple qui est assez intéressant, qui est alors cette fois-ci on se rapproche beaucoup plus de nos contrées, puis ça a été pris dans une carrière de limon. Ici en Europe de l'Ouest. Et là, on est face à un petit modèle qui est extrêmement intéressant puisque on est dans une carrière de limon. Suite à quelques événements de pluie intense, on a un système fluviatile qui s'est incisé, qui a formé des méandres. D'ailleurs, l'analogie avec la moyenne vallée de la Seine est assez incroyable quand on regarde ce petit modèle. Alors, c'est un petit modèle, hein, les méandres font ici 1 mètre et le creusement fait à peu près 20 centimètres. Mais malgré tout, on retrouve dans ce modèle la succession des différents stades d'incision, hein. Vous voyez ici, donc si je pars du bas, pareil, c'est N1, N2, N3, N4, N5. Donc là, il y a 5 niveaux qui sont enregistrés et qui nous montrent bien, donc à la fois le déplacement du méandre et son incision progressive jusqu'au stade actuel qui est marqué par les flèches bleues. Donc ça, c'est un modèle, bon, on a eu la chance de le trouver par hasard, hein, mais il existe dans la littérature donc des papiers qui se basent sur des modèles analogiques, aussi des modèles numériques maintenant, de plus en plus, qui essayent de contraindre en fait la formation du système de terrasse. Mais alors pour comprendre vraiment, aller plus loin dans la compréhension donc, de la mise en place et donc notamment la mise en évidence des facteurs dits de forçage, c'est-à-dire hein, les trois facteurs de forçage autour des terrasses, climat, tectonique et niveau marin, à un moment donné, il va falloir basculer dans une approche beaucoup plus géologique, hein, qui est l'approche en termes de nappe, qui est basée, pardon, sur la définition des nappes alluviales comme des formations stratigraphiques. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de vous imager sur ce bloc diagramme ici, où on part au-dessus du niveau d'incision maximale de la rivière actuelle, ici, qui est la référence absolue, à une terrasse N1, puis une terrasse avec une nappe N2 et une terrasse avec une nappe N3. Donc on a trois formations géologiques successives et qui sont donc étagées
et qui sont aussi définis à la fois par leur contenu, leur stratigraphie, mais qui sont aussi définis par leur altitude relative. On est bien d'accord? Altitude relative 1 ici, altitude relative 2 et altitude relative numéro 3. Toujours la même, je dirais, la même logique, hein, on est d'accord. Donc N3 plus ancienne que N2 et plus ancienne que N1. Donc ça, c'est la base en fait de l'analyse de système de terrasse, hein. C'est d'être capable à un moment donné de mettre en évidence le contact de base entre les formations alluviales, hein, ce sont généralement des graviers, des sables, et le bedrock, hein, qui peut être crayeux, calcaire dans le cas des vallées comme la Somme ou du Nord-Ouest, mais qui peut être beaucoup plus résistant dans d'autres contextes, hein. Voilà. Donc, contact sur le bedrock, c'est fondamental, c'est ce qui nous permet ce qui est de faire une cartographie, par exemple, des différentes terrasses à partir de leur niveau de référence relative. Et puis ensuite, donc, on va aller travailler sur l'analyse des séquences alluviales. Alors, quand je parle de séquence alluviale ici, bah, ça va être la séquence de dépôt, hein, correspondant à l'ensemble du dépôt de la nappe, par exemple, si on travaille sur N3. Donc, sédimentologie, bioindicateur et datation, hein, ce sont les trois approches qui permettent de reconstituer l'histoire, en fait, de la mise en place de ce système. Voilà. Donc, après, voilà. Alors, dans le cas de la vallée de la Somme, là, on est dans un système, donc, effectivement, de terrasses étagées, hein, correspondant exactement à ce que je vous ai décrit dans le modèle précédent. On a un petit plus, c'est qu'on a eu aussi la présence d'une couverture limoneuse. Des lœss et des paléosols qui viennent recouvrir ensuite le système. Et alors là, pour illustrer cet aspect, j'utilise cette photo, très très belle photo, un peu unique en fait, hein. C'est quelque chose, je pense, qu'on pourra difficilement refaire, prise par Roger Agache, archéologue aérien, malheureusement disparu il y a quelques années, que j'ai bien connu. Et donc, il avait pris cette photo au-dessus du tracé de l'autoroute A16, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est à proximité d'Amiens, au niveau de la ferme de Grasse. Et là, on est dans le terme le plus ancien des terrasses de la Somme. Et donc, dans ce terme très ancien, on est à 3 km de la vallée actuelle, à plus de 50 mètres d'altitude relative. On voit très bien, donc tout d'abord, la composante principale, c'est la limite avec la craie. Donc, c'est le talus crayeux qui correspond à l'ancienne rive sud de la Paléosomme. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro 2, à la base, ici, sous la ligne bleue, on a la formation avec les dépôts fluviatiles. Donc, c'est la nappe alluviale proprement dite. Donc, gravier, sable, et ici, daté d'entre 900 et 1 million d'années. Et puis, le troisième point, ça va être la couverture limoneuse, donc qui, elle, va recouvrir, en fait, ce système et va gommer globalement une grande partie du système en marge d'escalier. C'est pour ça que si on regarde, si on prend la topographie des versants de la vallée de la Somme, la topographie, je dirais que les grandes marges d'escalier correspondent aux terrasses sont souvent masqués par ces couvertures de limon, qui sont des dépôts éoliens avec des interruptions pendant lesquelles se forment des paléosols. On y reviendra un petit peu. Ce n'est pas l'objet central aujourd'hui, mais c'est important quand même pour les terrasses, puisque le bilan sédimentaire d'accumulation dans ces séquences de couverture nous donne un âge relatif pour les dépôts fluviatiles qui sont en dessous. Voilà les trois composantes principales pour les terrasses de la Somme sur cette illustration. Euh, et donc, comme je voulais évidemment préciser dans l'introduction, je vais vous donner quelques éléments quand même d'historique, puisque finalement, voilà, on est face à une vallée dans laquelle les recherches ont débuté il y a bien longtemps. Alors, bien longtemps, c'était pour la préhistoire, l'origine de la démarche intégrée géologie préhistoire. C'est très important. C'est quand même dans cette vallée qu'est née cette approche, avec des pionniers comme Jacques Boucher de Perthes et le docteur Rigolo, qui découvrent les haches taillées dans les dépôts près d'Abbeville, etc., qui vont finalement démontrer la fameuse haute antiquité de l'homme qui était loin d'être acquise à l'époque, hein. C'est aussi Albert Gaudry, Joseph Prestwich ensuite. Bon, aux alentours des années 1860, les choses sont vraiment calées avec les fouilles de Prestwich et Gaudry sur Amiens. Et donc là, c'est vraiment le début de cette grande histoire de la préhistoire. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un peu avant, même assez longtemps avant, puisque c'était en 1797, donc peu après la Révolution française, Laurent Trollet sur Abbeville est le premier finalement à décrire des fossiles de grands mammifères disparus dans les dépôts fluviatiles des terrasses au niveau de Manchecourt. Et déjà commence à échanger avec Cuvier, etc. Donc ça, il faut voir qu'en fait, on a démarré bien avant je dirais les premiers préhistoriens. Donc bien avant, on a déjà compris, certains avaient compris qu'il y avait effectivement des fossiles d'animaux disparus dans ces
dépôt des terrasses. Alors ensuite, évidemment, beaucoup ont travaillé sur la question. Bon, quelques noms vraiment fondamentaux. Victor Comon, qui était le premier à réaliser vraiment un tracé précis des profils en long. Donc, vous voyez sur ce schéma ici, donc en fait, il a repéré en altitude tous les dépôts des terrasses de la Somme et tracé les paléotracés. Ici, vous avez le profil de fond et puis les profils correspondant au niveau antérieur. Ça, c'est une démarche totalement unique. À l'époque, personne n'avait été capable de faire ce travail. Hein. Ça a été repris ensuite par d'autres. Breuil notamment, Bourdier ensuite, hein, Bourdier qui a été dans les années 50-75, quelqu'un qui a été aussi le pionnier des travaux ou plutôt, on dirait, interdisciplinaires, hein, qui a commencé à rassembler sur le même site hein, des géologues, des paléontologues, des palynologues et à faire des archéologues et faire des synthèses globales. Ça, c'était aussi quelque chose de très important. Je vous ai parlé de Roger Agache dans les années 80 et puis ensuite des équipes notamment deux collègues belges, hein, Dupuis, Hazards et Balescu, qui ont travaillé aussi dans les années 80 sur le système et commencé à avancer sur la notion de nappe alluviale. Bon, voilà, c'est un historique très rapide pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Je vous conseille cet ouvrage donc de publication du muséum, piloté ici par les collègues du muséum et qui est vraiment extrêmement riche et qui raconte cette histoire avec toutes les informations nécessaires. Voilà, je résiste pas au plaisir de vous montrer ce relevé détaillé, donc voilà, effectué par Victor Comon, 1912, au début du siècle. Hein, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement précis, qui est toujours d'actualité, dans lesquels on va retrouver des descriptions extrêmement précises et qui nous sont encore utiles pour les travaux actuels. Bien, donc je vous avais parlé de cartographie. Alors, moi, j'ai commencé à reprendre ces questions-là dans les années 89-90. Et à faire les premières cartes en fait des terrasses de la Somme. Alors là, j'ai fait sur cette figure quelque chose de relativement résumé. Donc en vert, les principales accumulations. On remarque tout de suite qu'elle se localise au niveau des confluences entre le drain principal de la Somme et les principaux affluents. Donc là, les principales accumulations de terrasses hein, par rapport au fond de vallée en bleu. Et par rapport au fond de vallée en bleu, finalement, on s'aperçoit que ces accumulations de terrasses, donc là, correspondent à comment dire, des reliques relativement limitées, hein, une partie même très limitée par rapport aux paléotracés et aux vallées qui correspondent à toute l'histoire de l'enfoncement de la vallée. Donc on a des petits témoins localisés, c'est quelques pourcents à chaque fois hein, des paléogéographies. Tout le reste, hein, tous les dépôts ont été à chaque fois, à chaque cycle, érodés, transportés dans le système du fleuve Manche et sont venus alimenter donc des dépôts à longue distance. Alors si on regarde les choses en zoomant un petit peu plus, voilà, un petit peu plus de précision, sur le secteur d'Amiens, Montier, Renancourt, c'est là qu'on a vraiment la concentration de terrasses la plus intéressante et la plus riche. Sur cette illustration zoomée ici, donc toutes les couleurs, chaque couleur correspond en fait à une altitude relative. Hein. Les points noirs, ce sont tous les sondages qui ont été réalisés dans ce secteur-là et qui ont permis, en traversant à chaque fois les formations alluviales, d'aller repérer la cote de base sur le bedrock, en l'occurrence ici sur la craie du Crétacé supérieur. Et donc la base de toutes les marches d'escalier a été individualisée en sondage ou dans les carrières. Et ensuite, donc, on peut définir toutes ces formations à partir de leur altitude relative qui démarre ici aux alentours enfin, précisément, pardon, à 55 mètres pour la nappe la plus ancienne, la 10 ici, celle qui correspond à la photo que je vous ai montrée tout à l'heure sur l'autoroute A16. Et puis on descend par étapes successives jusqu'au fond de vallée, avec évidemment les nappes les plus récentes, hein, les terrasses, basses terrasses, jaunes, orange et jaunes, là, qui sont évidemment mieux conservées que les plus anciennes. Voilà. Donc ça, c'est la logique, hein, et vous voyez que tout ça s'organise au niveau de la confluence. Et sur la base de ces données, on peut, alors ça c'est extrêmement intéressant et c'est assez parlant, finalement, décrire l'évolution du paléotracé de la vallée à partir d'un million d'années. Donc ici en gris, la vallée actuelle avec son colmatage tourbeux. Et puis la ligne rouge ici correspond donc au paléotracé au tout début de l'incision de la vallée aux alentours d'un million d'années. On la retrouve donc au niveau du sud d'Amiens ici. Et puis la ligne bleue, j'ai mis deux repères seulement, c'est 450 000 ans. Ici, c'est l'âge du site de Saint-Acheul. Donc pour garder ça en esprit, hein, donc c'est l'Acheléen et les bifaces de la vallée de la Somme. Donc c'est la moitié, le milieu du système. Donc on voit qu'on a un déplacement
là, au niveau des confluences, qui se fait cette fois-ci en direction de l'est ou du nord-est, et qui est de l'ordre de 3 km. Donc il faut bien imaginer que la vallée, la largeur globale de la vallée est à peu près la même. On n'a pas d'indice qui montre qu'on a une réduction progressive de la largeur de la vallée. Ça, c'est une image qui est pas réaliste dans le cas de la Somme. Donc c'est une largeur plus ou moins équivalente, hein, c'est 5, 600, 800 mètres, voire 1 kilomètre, mais pas plus, et avec un déplacement et une incision progressive. Voilà. Donc ça, c'est la cartographie. Avant de passer à l'exposé des données sédimentaire. Voilà, j'utilise ce schéma qui est donc ça, c'est finalement une synthèse de l'ensemble des données pour la moyenne vallée de la Somme, à partir donc, de tout ce qui a été fait sur ce secteur, et qui vous montre donc les différents termes, les différentes formations alluviales. Donc, dans ce schéma, les formations alluviales sont représentées par les couleurs bleues pour les graviers, toutes les, on va dire, périodes froides, bleu foncé et bleu clair pour les périodes un peu plus tempérées, et puis vert pour les période plus tempérée avec la formation des tufs. Donc, vous voyez, toute cette séquence, en fait, est très, très régulière. On a 10 nappes alluviales, en général, entre 5 et 6 mètres de décalage vertical dans le bedrock à chaque fois. Ce qui fait l'intérêt de la SOB, c'est que c'est quelque chose de très régulier qui simplifie son interprétation. Et donc, à chaque fois, il faut imaginer qu'on a quand même une érosion extrêmement importante, hein, puisque c'est plus de 5 millions de mètres cubes de craie qui sont érodés pour chaque kilomètre de vallée et à chaque cycle. Donc, si on fait le bilan sur la vallée entière et la profondeur totale, ça fait un volume assez gigantesque. Un point très important, c'est la datation relative, hein, j'en ai parlé un petit peu au départ, hein, puisque si on oublie les chiffres en rouge qui sont des datations numériques obtenues relativement récemment pour certaines, quand j'ai commencé à travailler sur ces systèmes-là, il n'y a absolument aucune datation. Et donc l'aspect relatif était fondamental. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut, dans ce système-là, on est bien d'accord, à partir de la nappe 10 jusqu'à la nappe 1, on part du plus ancien vers le plus récent, avec à chaque fois un enregistrement cyclique. Et il y a un deuxième aspect aussi très important, c'est l'analyse, qu'on va dire, cyclostratigraphique de la couverture de l'os paléosol, puisqu'on voit très bien que quand on remonte dans le système, on a une couverture qui devient de plus en plus complète, c'est-à-dire avec des alternances de l'os en jaune et de paléosol en brun. Donc c'est en gros glaciaire interglaciaire qu'on retrouve sur le versant. Voilà. Et cet enregistrement, on voit bien, se complexifie au fur et à mesure qu'on arrive dans les niveaux les plus anciens. Et donc ça veut bien dire qu'effectivement, plus on est haut dans le système et plus le temps a été long, l'enregistrement sous forme de l'œuf, cette paléosol de versant, a été long. Donc ça, c'est rien qu'avec ces deux approches-là, on peut déjà proposer un système de datation en fait, des terrasses de la vallée de la Somme. Et puis ensuite, donc, on a développé notamment les datations sur les quartz ESR qui permettent de dater les sables fluviatiles, et puis ensuite des datations sur les ossements et surtout les dents de grands mammifères, et puis l'uranium-thorium sur les tufs. Donc tout ça, c'est des choses qui se sont faites pour les datations, surtout dans les 20 dernières années. Bien, donc le point 4, c'est, je dirais, un des points les plus importants hein, de l'exposé d'aujourd'hui, finalement, c'est voilà, la présentation des composantes des séquences sédimentaires et de la façon dont on va les interpréter en termes de paléoclimat, paléoenvironnement. Donc là, la séquence sédimentaire, donc pour illustrer cet aspect-là, j'ai pris l'exemple de la séquence de Lompré-les-Corsins, qui était une des plus belles de la vallée de la Somme, une des plus complètes. J'y étais parce qu'elle est malheureusement très mal conservée et a été remblayée par des ordures au fur et à mesure des années. Cette séquence-là donc fait de l'ordre de 6 mètres hein, pour le fluviatile. On a à la base, tout en bas, la photo malheureusement est un tout petit peu coupée, mais il faut imaginer qu'à la base, ici, on a 3 à 4 mètres d'épaisseur de gravier à silex. Donc c'est quelque chose de très hétérogène avec des gros graviers de silex, matrice sablo-calcaire, avec une stratification très très grossière et qui globalement correspond à un système en tresse correspondant à des climats périglaciaires. Donc, climat très très froid, j'y reviendrai ensuite. Donc ça, c'est la base, c'est ce qui forme l'armature principale, et c'est ce matériau qui a fait que on a eu des exploitations de carrière pendant très longtemps, hein, depuis plus de 150 ans dans la vallée de la Somme. Tout d'abord pour faire du ballast pour les premières voies ferrées, et puis ensuite pour le béton essentiellement. Hein. Donc c'est le matériau de prédilection pour fabriquer le béton. Alors ensuite, au sommet de ces graviers grossiers, on va avoir un passage assez rapide en fait à des limons sablo-calcaires avec quelque chose qui est beaucoup plus finement stratifié
et qui cette fois se connectent à une morphologie fluviale qui est différente, puisque là, dans le début des systèmes à méandres, donc c'est plutôt une grande plaine d'inondation avec un chenal principal et des crues qui vont mettre en place progressivement ces limons sablo-calcaires dans l'ensemble de la vallée. Et quand on regarde ça, on a vraiment quelque chose a tendance à s'affiner progressivement, donc de moins en moins d'apports de versants, de plus en plus de recyclage par la rivière, donc de matériaux fins. Et dans la partie sommitale, vous voyez très bien ici une bande très très sombre. Ça, c'est un sol de marée qui, lui, commence à signer donc des conditions plus tempérées. On a beaucoup plus de matière organique, de la végétation et associé à cette végétation des coquilles, des mollusques terrestres, hein, donc des escargots en quantité, et qui, eux, commencent à nous montrer là le développement d'un environnement de plus en plus forestier, un environnement couvert et forestier. Et ça, c'est la signature du début de l'interglaciaire. Généralement, cet interglaciaire, ensuite, on va retrouver son optimum climatique, donc la période la plus tempérée, humide, donc c'est du climat tempéré, océanique, hein. Donc tempéré, unique, avec une végétation arborée très importante, l'optimum climatique interglaciaire, et il se manifeste essentiellement dans la Somme par la formation de tufs calcaires. On est dans un milieu extrêmement riche en calcaire, un substrat crayeux très sensible à la dissolution. Donc là, quand des conditions de température et comment dire, de température, de qualité des eaux et la présence de cyanobactéries sur les restes végétaux fabriquent des encroûtements. Et ces encroûtements très rapides forment des tufs calcaires. Donc ça, j'y reviendrai avec les autres exemples. Mais en gros, c'est la séquence la plus complète qu'on puisse observer. Donc, gravier grossier, passage au limon, les sols de marée qui démarrent l'interglaciaire, et puis ensuite le tuf interglaciaire pour la période tempérée. Alors, dans ces niveaux-là, donc, j'ai commencé à vous le dire, mais vous verrez l'importance des analyses de malacologie, c'est-à-dire des contenus en escargot, puisque c'est souvent le bioindicateur le plus complet dans les systèmes de terrasses de la Somme. Alors, quelques photos, enfin une photo pour un autre exemple, hein, donc de nappe alluviale de milieu périglaciaire, l'exemple de Moulin-Quignon. Cette fois, on est dans des choses beaucoup plus anciennes, à Abbeville, à plus de 650 000 ans. Mais vous voyez donc ces graviers ici, relativement bien triés dans le cas de Moulin-Quignon, hein, légèrement stratifiés, hein, et là, c'est 100% silex, hein, donc avec des graviers qui ont subi un transport, un concassage extrêmement important. Et puis, dans certains cas, on a une alternance avec des lentilles de sable. Voilà, ça c'est le faciès. Et puis donc, comme c'est toujours difficile, effectivement, de passer du faciès à un paysage, là j'utilise cette image tirée directement, c'est une copie d'écran Google Earth d'un paysage de l'Alaska aux alentours de 70 degrés nord, donc paysage actuel, mais dans lesquels on va retrouver finalement voilà, ce qu'était cette vallée de la Somme pendant finalement les grandes périodes glaciaires, au moment où se mettaient en place les graviers. Donc c'est un système en tresse à chenaux multiples, extrêmement instable, et qui sont séparés par des îlots de gravier. Donc les chenaux fluviatiles, ils sont ici représentés par les couleurs vertes, d'accord, et les flèches bleues, et puis entre deux, tout ce qui est gris, là, ce sont des bancs de gravier et de sable. Vous voyez, donc ça domine finalement, et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un système dans lequel qui est un système qui est actif presque exclusivement au moment des débâcles printanières. Donc quand la neige fond, là on a vraiment une redistribution du matériau, des graviers, on a des dépôts de versants, et là on a une dynamique extrêmement intense. La plupart du temps, par contre, on est dans des milieux qui sont très secs, hein, et qui donc ont pu servir et ont servi de source pour la poussière, hein, de source de déflation, hein. Donc quand le vent souffle très fort sur ce genre d'environnement, on a de la poussière qui est extraite du milieu de vallée et qui va se déposer ensuite à plus ou moins grande distance sous forme de sable éolien ou de leuce. Voilà. Donc l'image de cette Somme au temps glaciaire, elle est, voilà, on peut le- le- comment dire, on peut se baser sur cette photo pour se faire une idée. Voilà. Donc voilà pour les périodes froides et glaciaires. Et donc ensuite, je vais vous faire un petit zoom un petit peu plus, peut-être un petit peu plus long sur les périodes tempérées interglaciaires, puisque dans la Somme, on a maintenant la chance d'avoir découvert, il y a une vingtaine d'années, un site remarquable qui est donc le site de Caours, dans la petite vallée du Scardon, à proximité d'Abbeville. Et là, on est donc dans le dernier interglaciaire, l'Émien, 123 000 ans. Donc un site pour lequel on a plus de 25 datations, donc quelque chose qui est extrêmement bien calé. Ah, avec en plus, cerise sur le gâteau, un site préhistorique majeur avec plusieurs niveaux.
20 ans de fouilles archéologiques. Donc voilà, c'est là qu'il faut effectivement se concentrer quand on veut étudier les formations du dernier interglaciaire. Alors sur cette photo ici, vous voyez très bien, ça c'est la fouille en 2007, donc la fouille archéologique est terminée ici. Tout en dessous, on a creusé un peu plus, on retrouve les fameux graviers silex périglaciaires, il y en a à peu près 3,50 m ici en dessous. Les limons, le passage d'un petit sol organique, et puis au-dessus, on a ces fameux tufs calcaires ici qui font 3,50 m d'épaisseur. Donc là, on a un bilan extrêmement riche de cet interglaciaire éhémien et qui va nous permettre de décrire les différentes composantes de la biodiversité. C'est ça que je voulais vous montrer plus en détail ensuite, pas avec les diapos suivantes. Voilà, un zoom sur la base de la séquence. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le sommet des graviers périglaciaires, le passage à des conditions donc toujours froides ici dans la base des limons, qui sont très pauvres en matière organique aussi, hein. Vous voyez le lien direct entre concentration matière organique et climat, là, et couleur du sédiment, ça c'est extrêmement évident, hein. Donc là, tant qu'on est dans des tonalités comme ça extrêmement de limon extrêmement clair, hein. Ça, c'est des choses dans lesquelles il y a très peu de matière organique, très peu de biodiversité. Et puis on arrive ici dans le sol de marée, comme sur la photo de Lompré-les-Corsins. Ici, quelque chose qui devient beaucoup plus riche. On commence à trouver là énormément de restes de mollusques. On a aussi des traces, énormément de traces de faune du sol, de vers de terre, avec les granules de calcite fabriqués par les vers de terre. Et puis, tout doucement, on arrive donc vers un marais tourbeux ici, ça, au niveau du N3. Et puis ensuite, des tufs qui commencent à se mettre en place. Et puis, des petites interruptions, là, au niveau N2 et N1, pendant lesquelles on a donc des petits sols organiques qui se forment et l'homme de Néandertal qui revient dans le système. Donc je ne vous l'ai pas dit, N1, N2, N3, N4, ce sont les quatre niveaux d'occupation de l'homme de Néandertal à Caour, donc autour de, à la fois au début jusqu'à l'optimum climatique de cet interglaciaire de l'Éhémien. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc voilà, c'est d'abord le résultat des travaux de Nicole Limondin-Lozuet, donc ma collègue du laboratoire LGP, hein, qui est donc spécialiste de l'interprétation des faunes de mollusques continentaux, et qui là nous montre une manière, c'est une des plus belles démonstrations quand même qu'on ait au niveau régional de passage entre des conditions glaciaires extrêmement froides, avec un milieu ouvert, stépique, avec très, très pauvre en espèces, hein, voilà. Donc très pauvre en espèces et espèces de petite taille, comme celles-ci, qui font juste 1,5 mm. Et puis, donc, dès qu'on arrive dans les conditions plus tempérées, au début de l'interglaciaire, on voit apparaître les espèces forestières, comme ce exemple assez très joli de CPA qui a gardé ses couleurs depuis l'époque, hein. Voilà, et puis et par vagues successives, voilà, on va avoir finalement une colonisation de ce milieu de plus en plus forestier par des ensembles beaucoup plus riches, et on arrive à plus de 50 espèces quand même au niveau de l'optimum climatique éhémien. Donc, message important quand même à retenir, c'est que là, on a vraiment clairement euh, un lien direct entre couvert forestier et biodiversité dans les assemblages de mollusques. Donc le lien entre les mollusques et la végétation est quelque chose qui est extrêmement important pour nous pour pouvoir décrire ces paléenvironnements. On a un deuxième bioindicateur qui, lui, est beaucoup plus impressionnant, hein. Ce sont les grands mammifères. Ça, c'est les travaux de Patrick Auguste, CNRS Université de Lille, mon collègue Patrick, voilà. Et donc là, vous voyez la liste des faunes qui ont été découvertes à Cavour, et avec donc typiquement pour l'interglaciaire du cerf, du daim, du chevreuil, sanglier, auroch, ça c'est vraiment le cortège qu'on va trouver systématiquement. Et puis là, on a aussi du rhinocéros et d'éléphants, le rhinocéros étant surtout à la base, donc au début de l'histoire, au début de l'interglaciaire. Donc une faune extrêmement riche qui décrit donc un environnement donc clairement forestier pendant l'optimum climatique, hein, avec des espaces ouverts quand même au début de l'histoire, et puis quelque chose qui a été fortement impacté par l'homme, puisque donc tous ces ossements de grands animaux sur le site de Cahors sont fracturés et montrent des signes de découpe, hein, par l'homme préhistorique. Voilà. Mais néanmoins, on a quand même une collection, hein, une image extrêmement précise, et je ne vous parle pas des micro-mammifères, des rongeurs, etc., qui aussi permettent de compléter largement ce bestiaire du dernier interglaciaire. Dernier élément important aussi sur ce site, c'est la présence donc de restes végétaux encroutés par la formation des carbonates du tuf, hein. Donc c'est une espèce de pétrification des végétaux extrêmement rapide, puisque ça se fait dans certains cas sur des végétaux en place, comme cette feuille
qui fait 30 centimètres de long là, de fougère langue de cerf, le Philitis scolopendrium, qui a donc été encrouté très rapidement en quelques années et forme un buisson en place dans les sédiments. Donc on a ça, et on a aussi donc sur ce site des stromatolites, c'est-à-dire des niveaux de tuf qui montrent qui sont formés par les cyanobactéries, qui forment des lamines extrêmement pures, avec des cristallisations de calcite très pures, et c'est ça qui nous a permis de faire toutes les datations par la méthode de l'uranium-thorium, hein, donc, qui nécessite un matériel carbonaté très pur et qui donc nous permet de faire la date. Donc ça, c'est vraiment des choses totalement exceptionnelles sur un site comme celui de Caour. Un dernier point important, sur Caour, c'est vraiment le seul site où il est actuellement vraiment possible d'observer en continu le passage entre donc, ce qu'on pourrait appeler la très basse terrasse, hein, ou la nappe d'Étouvie, celle qui est à plus de 5 mètres d'altitude relative, et la nappe de fond de vallée que l'on voit ici dans la partie droite du transect. Donc ça, c'est une coupe de 300 mètres qui a été faite à partir de tous les sondages matérialisés par les traits rouges, et puis donc toutes les données des fouilles ici dans la partie ouverte au niveau archéologique, hein. Et donc pour faire simple, sans rentrer dans le détail, ce qui est important à Caour, c'est qu'on a bien un cycle climatique correspondant à l'avant-dernière période glaciaire, le Sahalien, et le dernier interglaciaire, l'Éémien, que je vous ai un peu exposé en détail avec toute sa biodiversité ici. Donc ça, c'est sur la terrasse. Et puis, quand on se déplace à un moment donné vers le fond de vallée, en quelques mètres, hein, ici, ça se fait sur à peine 10 mètres, on va passer à l'enregistrement de la séquence de fond de vallée, qui, elle, correspond à la dernière période glaciaire et à l'Holocène, hein. Donc, en gros, les derniers, on va dire les derniers 100 000 ans. Voilà. Donc on a ces deux cycles qui sont enregistrés en continu. Alors ça, c'est extrêmement important parce que entre les deux cycles, dans la zone entourée par le carré rouge, on a ici des dépôts qui nous mettent, alors à la fois une morphologie qui montre clairement l'incision, hein, voilà, le passage entre les deux avec une érosion très importante et plus de 5 mètres d'incision dans la craie, et puis des dépôts qui, une fois analysés et datés, je vous passe le détail là-dessus, hein, nous montrent clairement que cette incision s'est faite très tôt dans le cycle climatique, donc très tôt après en fait la fin de l'interglaciaire, dans une fourchette. Alors quand je dis très tôt, c'est une fourchette qui tourne autour de 80, entre 80 et 100 000 ans, d'après les âges qu'on a là. Et ça, c'est totalement unique pour l'instant. C'est une précision. Alors, la marge, la barre d'erreur vous paraît peut-être assez importante, mais c'est le premier site où on a une datation claire et nette de cette phase d'incision pour la vallée de la Somme, mais plus largement finalement pour les vallées des vallées européennes, hein, puisque finalement c'est un système. Alors, ces systèmes de terrasses étagées, on les connaît dans la plupart des autres vallées de l'Europe de l'Ouest notamment. Voilà, donc très important cette séquence qui montre vraiment les choses. Là, on est dans de l'observation directe. Bien, pour terminer, avant de faire un peu la synthèse vous présenter le modèle d'évolution. Juste une petite photo, puisque j'ai parlé un tout petit peu des formations de fond de vallée avec la diapo précédente et Caour, mais juste pour refixer un peu les idées, même si on ne va pas aller plus loin aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, hein. Mais dans le fond de vallée de la Somme, on retrouve les trois grandes composantes, donc les graviers périglaciaires de la dernière période glaciaire, donc au niveau des chenilles de cette grande grue, hein. Ça, c'est un terrassement très important qui a eu lieu à Amiens en 95 là, pour le terrassement, la construction du parking de l'université. Et puis on voit bien donc ces limons blancs, relativement pauvres aussi. Donc ça, c'est la fin de la période froide et le début de l'interglaciaire Holocène avec les tourbes qui arrivent et ici qui se développent en masse sur plus de 3 mètres d'épaisseur. Vous voyez la transition ici sur ce petit zoom, on voit très très bien le passage. Voilà, en gros, période froide, période chaude, ici, c'est vraiment très simple. Il suffit de regarder le changement de couleur. Voilà. Alors voilà pour l'Holocène, ça mériterait un exposé indépendant, mais ça sera probablement pour une autre fois. Voilà, donc pour terminer l'exposé d'aujourd'hui, donc rapidement, voilà, j'ai essayé de résumer les choses sous forme d'une synthèse, hein, d'un modèle sur un cycle climatique glaciaire interglaciaire. Donc sur cette première image ici, donc j'ai repris le code couleur interglaciaire en orange, on est d'accord. Donc ça, c'est une coupe à travers la vallée correspondant à une situation interglaciaire, qui pourrait être les miens ou une situation plus ancienne, voire éventuellement l'actuelle, hein. Donc on est ce qu'on appelle en géographie en biostasie, donc totale
Les sols sont très profonds, on a une végétation qui couvre totalement les versants, donc zéro flux sédimentaire en direction de la vallée. Dans la vallée, très peu de sédiments aussi, un chenal qui méandre, et puis donc des limons fins, calcaires qui se sont mis en place progressivement, des sols et un petit peu de tuf calcaire en liaison essentiellement avec des sources qui sont alimentées par la nappe de la craie, hein. Donc des sources très riches en eau carbonatée qui viennent à ce moment-là précipiter souvent au pied de versant. Donc ça, c'est la situation interglaciaire, hein, un peu comme celle de Caour qu'on a vue tout à l'heure. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors dans la suite du cycle, hein, j'ai repris donc dans cette partie-là, donc vous voyez, on passe de l'interglaciaire orange à la période de transition en gris, et ensuite on ira dans le glaciaire en bleu avant de retourner sur la période suivante en orange. Donc deuxième stade, donc on est dans la période grise, et là, c'est là qu'on a un changement très important du climat sur une période longue, avec une première bascule vers un environnement nettement continental. Donc là, on passe vraiment dans le continental. Et donc, on a plutôt des forêts de pins bouleaux, on a beaucoup de neige qui s'accumule au printemps. Donc, changement total, un total dans le régime hydro. On a aussi une dynamique orageuse beaucoup plus importante au niveau des saisons estivales. Mais globalement, donc, on a des débits et des pics de débit très, très forts qui vont démarrer. Et ça va générer donc là un déplacement latéral, une érosion latérale donc de la rivière qui va commencer à creuser en fait là, hein, les rives opposées dans les méandres et au niveau des confluences. Donc ça, c'est ce que j'ai imagé ici. Donc le point de départ, la ligne bleue, hein, c'est donc bien la vallée de départ, hein, la vallée interglaciaire. Et on voit déjà qu'on s'est décalé assez nettement. Et puis dans une deuxième partie de ce début glaciaire, on a là clairement un événement, je vous dis, relativement brutal, mais c'est très difficile de le dater de manière extrêmement précise, hein, compte tenu des données dont on dispose actuellement. Un événement brutal d'incision verticale, hein. Là, c'est 5 à 6 mètres de profondeur. Et donc, cette incision, c'est d'abord érosion totale de tous les dépôts de gravier qui étaient présents, puis ensuite creusement de la craie et évacuation de millions de mètres cubes donc de craie et de silex vers l'aval. Donc ça, c'est un événement majeur qui se passe pendant les périodes de transition. Ce qui est important, c'est que cet événement est réalisé, hein. Donc on a deux temps, on a un déplacement et incision, hein, et c'est ça qui va générer la forme de marche d'escalier à l'origine des terrasses. On est d'accord, hein, le premier tracé est toujours ici en bleu, donc on voit que là on a dégringolé de 5 mètres par rapport à la situation de départ. On arrive ensuite dans la période bleue. Donc la période bleue, c'est la période pléniglaciaire. Et là, au contraire, c'est fini, l'incision, c'est terminé. On n'a plus de creusement. Et au contraire, on est dans une dynamique d'accumulation, puisqu'on a un milieu apergélisol, on a des versants extrêmement instables, soumis au gel des gels, donc des millions de tonnes de matériaux crayeux à silex qui sont drainés vers la vallée. Et c'est là qu'on a le système en tresse, hein. Vous vous rappelez la photo de l'Alaska. Donc c'est à ce moment-là qu'on a mis en place, pardon, des dépôts extrêmement importants, hein. Pareil, millions de mètres cubes de gravier et de gravier crayeux qui sont mis en place. Donc ça, c'est la nouvelle nappe de fond. Et à ce moment-là, donc on a une mise en terrasse. Effectivement, l'ancienne vallée était mise en terrasse. Et l'ensemble est souvent recouvert par des dépôts de leuses que j'ai figurés ici en jaune, hein, sous l'effet donc de la sédimentation éolienne, des tempêtes de poussière qui sont typiques de cette période-là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période pléniglaciaire, le système qui a été incisé précédemment se remplit en fait en niveau de la vallée avec des matériaux grossiers et est recouvert sur les versants par les leuses. Et puis le cycle se termine avec un retour aux conditions interglaciaires du départ, hein. Donc sur les leuses se développe un sol brun lessivé avec une végétation ici de forestière, et puis on retrouve à nouveau une stabilité dans le fond de vallée, les tufs, etc. Et donc voilà, donc d'un cycle à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que donc suite à ce bilan donc de déplacement, d'incision et de nouveaux dépôts, on va avoir mise en terrasse de la relique de la vallée 1, hein, qui correspond maintenant à cette terrasse ici, et puis donc formation d'un nouveau fond de vallée. Et le cycle, évidemment, se reproduit un certain nombre de fois pour aboutir au système tel qu'on le connaît, et qu'on peut décrire actuellement, voilà, sous forme de ce schéma que je vous ai déjà montré. Donc, je ne reviens pas plus en détail sur ce schéma. Euh, voilà, l'incision, donc c'est essentiellement le moteur climatique, hein, je vous en avais beaucoup parlé. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de surrection tectonique lente, extrêmement lente, hein. 55 mètres pour 1 million d'années, c'est totalement imperceptible, mais c'est quand même
un contexte, et ça on pourra en parler plus tard, un contexte nécessaire pour l'évacuation des matériaux finalement liés à l'érosion au niveau de chaque cycle. Voilà. Pour finir, je vous propose une petite vidéo qui est en fait qu'on a réalisé. On a eu la chance de rencontrer dans le cadre de la préparation d'exposition La Somme des préhistoires, un spécialiste de l'animation numérique, et qui, à partir donc, des schémas que je vous ai présentés précédemment, voilà, a pu réaliser ce film d'animation qui est maintenant extrêmement, je trouve extrêmement didactique et très intéressant pour illustrer la question. Donc là, voilà, le départ en situation interglaciaire, on voit la vallée se déplacer latéralement, la végétation changer, et puis à un moment donné, on va avoir toujours dans le début glaciaire, la période d'incision. J'attends encore un petit peu. Et voilà, ça plonge, et donc on forme une nouvelle terrasse. On arrive dans la partie donc typiquement périglaciaire avec les chenons en tresse, les petits mammouths, les mammouths qui apparaissent sur le versant, les leuses qui se déposent. Voilà, donc ça permet d'illustrer de manière extrêmement didactique, je trouve, cette histoire. Et puis donc, évidemment, ensuite, l'animation numérique nous permet de faire défiler les différents cycles, voilà, au cours des derniers millions d'années pour reconstituer l'ensemble du système. Voilà, dans lequel, évidemment, on peut replacer les différents sites préhistoriques de la Somme, je dirais de plus de 600 000 ans jusqu'à l'actuel. Alors, 55 mètres d'incision et ici, à peu près 3 km pour ce modèle-là. Donc voilà, j'en ai presque terminé. Donc voilà, je vous ai parlé très rapidement d'archéologie, donc je vais vraiment pas y passer beaucoup de temps, mais c'est quand même, je voudrais juste signaler, voilà, deux découvertes en fait et deux études récentes dans la vallée de la Somme. Donc, c'est la redécouverte et la datation du site d'Abbeville-Moulin-Quignon. Ça, c'était en 2017 avec une publication en 2019 et qui, là, clairement, nous permet de mettre en évidence les premières occupations acheuléennes, donc à biface du nord-ouest de l'Europe. C'est quand même pas négligeable. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, on a encore beaucoup de zéros puisque on est à 27 000 ans quand même. C'est le site de Renancourt avec donc du Gravétien et une découverte totalement exceptionnelle. Donc les statuettes féminines, les fameuses Vénus gravétiennes de Renancourt, qui sont exposées maintenant au musée de Picardie et voilà, qui font partie des quelques exemples européens actuellement pour cette période. Donc toujours beaucoup de choses. Les conclusions, voilà, je fais très très bref puisque bon, j'ai déjà évoqué pas mal de choses, hein, mais bon, voilà, on est vraiment là sur un des systèmes qui est vraiment extrêmement bien daté et qui maintenant, voilà, représente un ensemble totalement unique de sites géologiques et souvent préhistoriques, souvent menacés de destruction et qui nécessitent de travailler leur protection. Et ça, on a bien avancé, j'espère, au cours des dernières années. Et puis, il y a un deuxième aspect, donc j'ai un peu abordé, mais qui mérite d'être développé et sur lequel on travaille de plus en plus actuellement, c'est vraiment les tourbières et donc toute l'histoire holocène de la vallée. Pour finir, et avant de vous passer la parole à Kenny, voilà, je vous ai montré en fait les principaux collaborateurs, hein, puisque tout ça, c'est un travail d'équipe et depuis une trentaine d'années, avec donc des gens comme Patrick Auguste, Nicole Imondin pour la paléontologie, Jean-Jacques Bain, Pierre Voinchet et Michel Laurent, donc les pionniers de la datation ESR, les archéologues, Jean-Luc Loche, Marianne Moncel, David Hérisson, et puis donc des plus jeunes, Julie Dabkowski, donc, qui elle maintenant travaille sur les tufs et la géochimie des carbonates. Voilà, c'est un travail totalement interdisciplinaire et une équipe qui fonctionne de maintenant depuis plus de 20 ans, 30 ans pour certains, et qui a été extrêmement à la fois efficace du point de vue scientifique et très riche du point de vue humain. Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour ta présentation, c'était vraiment très très intéressant et vraiment très clair. Donc je vous invite à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et le temps que les plus curieux d'entre vous se décident à écrire, moi je me suis noté quelques petites questions, donc je me permets d'ouvrir le bal. Euh, la première que j'ai notée, c'est est-ce que, donc tu as évoqué la tectonique, le contexte tectonique, est-ce que les terrasses ont enregistré des événements tectoniques?
Oui, alors Euh, ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a deux, je dirais qu'il y a deux façons d'aborder la tectonique. Il y a ce qu'on appelle la tectonique cassante, en fait, hein, logiquement, donc c'est les déformations, les failles, etc. Et ça, globalement, sur la vallée de la Somme, malgré, donc, je dirais, le recul qu'on a maintenant, les centaines de points d'observation, on n'a pas clairement mis en évidence de structures cassantes, donc en fait, vraiment de traces de séismes, par exemple, avec des amplitudes importantes, ça c'est clair. Par contre, il y a effectivement au niveau régional, et quand je dis au niveau régional, c'est toutes les bordures nord-ouest du bassin de Paris, hein, les systèmes de terrasses de la Seine, de la Somme, par exemple, présentent plus ou moins les mêmes bilans d'incision. Et ça se forme dans un système où on a une surrection lente, mais globale, hein, de l'ensemble de la plateforme, qui est en fait sur le rebond de la compression alpine. A priori, c'est quelque chose mais qui est extrêmement lent, mais qui est nécessaire, parce qu'à partir du moment il y a des endroits où on a comment dire, des contrastes de tectonique importants. C'est par exemple la basse vallée le delta enfin le Rhin et la basse vallée du Rhin au niveau de la mer du Nord. Et là, on a vraiment un découplage. Donc des terrasses, je ne vais pas passer les exemples, là, aujourd'hui, je n'avais pas le temps, mais on voit très bien des terrasses étagées dans la partie qui est en surrection relative. Et par contre, dans la partie qui est en subsidence, qui a tendance à s'enfoncer dans le sud de la mer du Nord, là, on a une accumulation en fait, de formations alluviales qui sont superposées pardon, les unes sur les autres, qui vont former des bilans à la fois très épais, mais où il n'y a pas d'étagement. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle des systèmes de nappes alluviales emboîtées, hein, qui sont emboîtées les unes dans les autres, mais il n'y a pas cette séparation clairement. Et en fait, il y a des modélisations numériques qui ont été faites et qui montrent clairement que pour, je dirais, à contrôle climatique constant, hein, les systèmes de vallée vont réagir différemment en fonction justement du taux de surrection. Quand le taux de surrection est très élevé, on va carrément avoir du canyon, c'est-à-dire on a zéro conservation. Le système creuse mais ne dépose rien. Dans les systèmes type somme, etc., où la surrection est assez lente, on va avoir conservation, on va avoir incision, mais conservation de dépôt en période intermédiaire. Et puis dans les systèmes subsidants, au contraire, là, ça va être de l'accumulation et on n'est pas capable de mettre en évidence donc des phases d'incision. Et ça, c'est assez bien modélisé. Il y a pas mal de papiers sur ces choses-là actuellement. Voilà, donc c'est un élément important et déterminant. ouais, super intéressant. J'ai une réaction de Patrick qui nous dit que manger mammouth, rhinocéros, laineux, bison et chevaux dans une toundra comme représenté dans la vidéo. Donc, un peu Alors, provocateur. c'est Patrick, c'est Parce Patrick que, A ou c'est Patrick il y a pas C'est pas Patrick A. Non, non. Mais Effectivement, c'est une assez bonne question parce que c'est un débat qu'on a avec les collègues paléontologues, effectivement. On a relativement, dans les phases les plus froides du péniglaciaire, et notamment quand on travaille sur les loess, là c'est clair, on a des périodes où il y a zéro grand mammifère. C'est-à-dire on est dans des périodes de désert total. Par exemple, si on prend les loess entre 20 25 ou 30 000 ans, par exemple, on est au niveau régional, hein, c'est une grande région, hein, tout le nord de la France jusqu'à la Belgique, c'est le désert absolu, hein. C'est-à-dire que là-dedans, on retrouve même pas donc de mammifères typiques des périodes froides comme les mammouths. On a quelques rares ossements de rennes quand on est chanceux et encore. C'est sur des milliers de sondages, parce que là, il y a énormément de travaux de terrain, notamment avec les travaux menés par l'INRAP, etc. Donc des centaines de sondages. Finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'hommes non plus, les trois quarts du temps, puisque les chasseurs en général, suivez les troupeaux. Donc, on est vraiment dans des milieux hyper découverts, hein. Par contre, on va trouver effectivement des mammouths et beaucoup plus fréquemment des grands mammifères. Si je reprends l'exemple du dernier glaciaire, dans les périodes plutôt 35, 40, 45 000 ans, où là, on a des oscillations, enfin des interstades, des phases un peu plus tempérées et assez longues, pendant lesquelles se développe de la steppe. Parce que la steppe, c'est très riche. La steppe, c'est très riche. La steppe, c'est une végétation importante. On a des rongeurs dans ces cas-là qui sont aussi associés. Donc là, il y a vraiment une biomasse suffisante pour les mammouths, les aurochs et toutes ces grandes espèces.
Mais voilà, c'est pas le cas tout le temps, hein. Pendant le dernier glaciaire, finalement, les périodes les plus froides et vraiment les plus découvertes sont des périodes pendant lesquelles on a vraiment une biodiversité qui est presque absente, hein, puisque même c'est la même chose pour les mollusques, on perd, on finit, même s'ils sont résistants, les tout petits, on finit par les perdre dans certains dépôts, hein. On a vraiment plus grand, presque plus rien, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a eu des mammouths pendant tout le dernier glaciaire, par exemple. Voilà. C'est une période bien particulière où on avait quand même biomasse importante avec une grande steppe. Le trois quarts du temps, c'est plutôt de la toundra nordique. Toundra nordique, c'est un milieu qui est quand même extrêmement ouvert avec comment dire, des mousses et des lichens, hein. Et donc ça attire pas des très très grosses bêtes, quoi. Et je pense que ça répond aux questions de Patrick A qui J'espère. confirme. C'était couru. Il y a Francis qui nous demande s'il y a une répartition symétrique. Est-ce qu'il y a une dissymétrie dans la répartition des terrasses entre les deux rives? C'est une question qui m'est venue aussi. Alors ça, c'est une question qui arrive souvent puisque c'est un peu, euh, comment dire, c'est lié en fait à l'image de synthèse que j'ai présentée souvent, qui, elle, est parfaitement asymétrique puisqu'on représente les nappes en fait dans un sens. Et ça, c'est finalement non, parce que c'est simplement lié au fait que cet exemple-là, que j'utilise souvent, c'est l'exemple de la confluence entre la Somme et la Selle, qui, elle, est orientée vers le nord-est et où toutes les nappes se déposent effectivement. Le déplacement de la rivière s'est fait depuis 1 million d'années, toujours dans la même direction. Donc effectivement, les terrasses sont enregistrées sous forme de marche d'escalier à partir donc de l'ouest et vers ouest-sud-ouest jusqu'à l'est-nord-est. D'accord. Par contre, si on reprend la carte, là, on se déplace par exemple à Abbeville, on prend la vallée de la Somme et la vallée du Scardon, toutes les terrasses et toutes les nappes alluviales qui sont présentes en rive droite de la vallée de la Somme à Abbeville, au contraire, montent un déplacement cette fois-ci vers l'ouest-nord-ouest. D'accord? Et puis simplement parce que c'est la confluence qui se déplace dans cette direction-là. Donc vraiment, cette dynamique de confluence qui fait que, effectivement, on a des systèmes asymétriques, mais qui voilà, n'ont pas de direction privilégiée, la direction, par définition, est liée au déplacement des confluences. Et ça dépend de la morphologie de la vallée. Ça peut évidemment aller vers le sud, ou le nord, en fonction des endroits où on se trouve, quoi. Ok, d'accord. Je suppose que ça répond à la question de J'espère. Francis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, il m'en reste quelques-unes. Euh, bon, je vais me lancer. Ah, un nouveau message. Euh, donc de François. Donc le fait d'être plus exposé au nord n'a rien à voir. Non, a priori, pas de, pas de lien entre l'exposition. Non, 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 c'est pas une question d'exposition, là. Non, c'est une asymétrie liée au système, à la dynamique du système pluviatile. Voilà. Avec les accumulations préférentielles de matériaux dans les confluences, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement net et qu'on observe bien d'ailleurs quand on regarde la nappe de fond de vallée, donc celle qui est sous les tourbes actuellement dans la Somme. Et la position des carrières d'ailleurs ne ment pas. On a justement juste à l'aval de la vallée de la Selle une accumulation extrêmement importante de gravier, donc des nappes très épaisses dans la région, disons juste à l'ouest d'Amiens, hein. Typiquement, à cet endroit-là, il y a des nappes de gravier très épaisses. Et il avait des grandes carrières, comme par hasard. Voilà. Alors que si on monte un petit peu plus en amont, les choses sont beaucoup, beaucoup moins épaisses, quoi. Donc il y a vraiment et on retrouve un peu ça, une espèce de barrage de gravier qui ont l'air d'être alimentés par cette dynamique, quoi. Ok. Ça répond à la question de François. Une deuxième question de Francis, probablement la dernière, puisqu'il est déjà 18h10 et que on va pas essayer de terminer trop en retard. Donc, la Somme n'est pas le seul petit fleuve côtier. Y a-t-il les mêmes systèmes sur les autres? Donc, j'imagine qu'il pense à la Canche, l'Oti. Oui, oui, oui. Et s'il y a des candidats pour les étudier, je pense que voilà, on peut y aller. Je pense notamment à la Canche, en fait, toutes les vallées qui sont liées justement à la structuration tectonique d'axe nord-ouest, hein. Donc, la Canche, la vallée, oui, bah, je pense surtout à la Canche. Et puis, ça y est, j'ai oublié. Ah, L'Oti. on peut descendre aussi sur la vallée de la Brelle, hein, en descendant un petit peu au sud. Il y a des systèmes de terrasses dans la vallée de la Brelle. Voilà, ce sont des choses qui mériteraient évidemment d'être un petit peu plus creusées.
Mais on va retrouver le même genre de dynamique, hein, et sont aussi des systèmes qui sont connectés au fleuve Manche. Si on regarde un peu les paléotracés qui ont été établis à partir de la sismique sous la Manche, hein, voilà. Tous ces systèmes-là sont connectés au fleuve Manche. Donc il faut imaginer ce fleuve Manche comme quelque chose d'absolument gigantesque, hein, en termes de volume. En fait, les vallées actuelles sont des rikiki sont absolument limitées par rapport à ce fleuve Manche gigantesque qui a drainé des millions de mètres cubes de matériaux, hein, et qui, donc, dans une phase récente, hein, puisque vous avez eu peut-être certains ont suivi les exposés et les travaux sur la question d'ouverture du Pas-de-Calais, effectivement, dans une phase relativement récente, puisque c'est moins de 450 000 ans, on a la connexion maintenant avec le sud de la mer du Nord et donc un drainage encore beaucoup plus important, puisque finalement, au début, avant 450 000 ans, voilà, je dirais que la Somme était un des fleuves les plus septentrionaux qui débouchait dans ce paléo-fleuve Manche avant l'ouverture. Et quand l'ouverture a été réalisée, là, on a récupéré tout le drainage du sud de la mer du Nord dans cet axe principal. Voilà. Donc un système gigantesque, hein, je vous dis, jusqu'au paléo-delta du golfe de Gascogne, quoi. Ok. Et ben, ça répond à mon avis à la question de Francis. Donc, bah, encore merci à tous d'être venus. Merci à toi pour ta présentation et ton temps. Franchement, c'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses. Le prochain Café Géodéo est prévu le 14 novembre de 17 h à 18 h. Et c'est Jessie Cuvelier, ingénieur de recherche à l'Université de Lille, qui nous parlera de la relation entre exploitation du charbon et développement des sciences de la Terre. Donc, on va remonter un peu plus dans le temps. Si vous avez coché la case adéquate, j'aurai l'occasion de vous envoyer toutes les informations par mail. Donc, je vous rappelle que ces webinaires sont organisés par le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et puis une fois que l'enregistrement sera coupé, on pourra discuter de vive voix pour ceux qui l'intéressent.